Bonsoir tout le monde, je suis Dr Abaza, Rémi Rabaza, puis on va parler ce soir de la téléconsultation. Je suis accompagné d'Andréane Fortin qui est professionnelle de la santé, nutritionniste et qui travaille à l'Institut de recherche clinique de Montréal dans une clinique surspécialisée de diabète. Et puis Aude Bandini qui joue le rôle de la patiente qui va nous partager son opinion et dont une partie du travail l'amène aussi à réfléchir sur les implications des relations entre les patients et les soignants. Alors, le but ce soir, c'est d'essayer de parler de ces immenses changements qu'on a eus, qui bouillonnaient avant, mais avec la pandémie, c'est-à-dire tout ce qui était les soins, tout ce qui est le fait d'essayer d'avoir des soins à distance. Le grand frein qu'on avait avant la pandémie, en particulier pour les médecins, c'était qu'il y avait une interdiction formelle de facturer et donc le télésoin n'était pas impossible, mais dans une nature bénévole et la nature humaine étant ce qu'elle est, ça amenait assez rapidement des limites. La pandémie a vraiment changé ça, puis on voulait avoir une réflexion sur les avantages qu'on perçoit, le médecin, une des professionnels impliqués dans les soins, une patiente, mais on va avoir accès au chat, puis on insiste vraiment pour que vous nous donniez beaucoup de réactions sur les avantages, mais aussi peut-être les inconvénients, et puis d'essayer de dégager de comment on devrait se préparer pour en tirer le maximum du bénéfice de façon à ce qu'on ait ça. Alors, je vais laisser Aude et Andréane se présenter peut-être un peu mieux que moi je l'ai fait, puis après ça, on va commencer à parler d'abord des avantages, ensuite des inconvénients, puis au bout du compte, on ira vers ce qui nous semble être le futur qu'on peut désirer ou autre. Madame Mandy, voulez vous présenter? Oui, merci. Donc, je suis Aude, je suis diabétique de type 1. Ça va faire cette année 30 ans, au mois de novembre. J'ai bien choisi mon mois de diagnostic. J'étais suivie un temps à la clinique de diabète de type 1 de l'IRCM par Dr Rabassa et je suis maintenant ce qu'on appelle patiente partenaire sur un projet de recherche qui vise justement à permettre aux professionnels de la santé d'avoir une idée plus juste, d'une part, du nombre de patients qu'on est au Québec, parce qu'on n'en a aucune idée, et d'autre part, de ce que sont de manière générale les attentes des personnes qui vivent avec le diabète de type 1 au Québec, de manière à ensuite réussir à concevoir les soins de façon à ce que ça réponde le mieux possible aux attentes des patients qui ne vivent pas le diabète de type 1 dans les livres ou dans les articles, mais qui le vivent quotidiennement. Donc, naturellement, ce Facebook Live s'inscrit dans cette dynamique-là. On attend vos commentaires. Merci beaucoup, Aude. Peut-être Andréane. Andréane, elle a plein de qualités, comme d'avoir supporté une journée de téléconsultation un peu chaotique aujourd'hui et un docteur qui, des fois, s'inquiétait un peu d'être libre pour le Facebook Live de ce soir. Donc, moi, c'est Andréane Fortin, nutritionniste, comme Dr Abassa l'a dit, à la clinique de diabète de l'IRCM et je suis également éducatrice agréée en diabète. Donc, je travaille à l'IRCM avec les patients diabétiques de type 1 depuis quelques années. Puis aujourd'hui, comme Dr Abassa l'a dit, on a eu une clinique en télésoins, puis on fait ça depuis, en fait, mars, le début de la pandémie. Donc, c'était aujourd'hui le Facebook Live. Le but est un petit peu de partager notre expérience. Qu'est-ce qu'on s'attend de vous? Les avantages et désavantages de la pratique qui a changé. Puis, on aimerait ça aussi avoir vos commentaires puis vos points de vue à travers la discussion de ce soir. Alors, comme on est des gens positifs, on va commencer par les avantages que l'on peut percevoir. Puis, juste pour être sûr que l'on parle bien de la même chose tout le monde, on parle de tous ces rendez-vous qu'on a développés sans qu'on soit, le terme officiel, c'est présentiel, là, qui est un terme qui a fait éruption, donc sans qu'on soit face à face. Ça peut être un rendez-vous au téléphone, ça peut être un rendez-vous en visioconférence. Il y a eu beaucoup de préoccupations sur la confidentialité. Il y a plein de solutions, certaines reconnues par le gouvernement, d'autres qui sont intégrées à des dossiers électroniques. Et bien entendu, c'est pas forcément pour absolument tout le monde, même si dans la population des gens avec le diabète de type 1, souvent,
y a un accès à la technologie qui est bien entendu plus important. J'imagine que, par exemple, si on faisait une clinique de gériatrie avancée, ben, il est probable que les gens de 80 ans et plus, j'en ai parlé à 2 aujourd'hui qui étaient dans le diabète de type 2, qui avaient un peu tout ce qu'on va parler, mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y a encore des patients qui nous demandent, et c'est bien correct, d'envoyer les choses par la poste et pas accrocher à un courrier électronique. Donc, le principal avantage que l'on voit, c'est le gain de temps du point de vue du patient. À titre personnel, naïvement, au début, moi, je pensais que les visites seraient un petit peu plus courtes parce qu'on n'a pas la partie examen clinique qui n'est pas systématique au rendez-vous, mais qui est quand même là de s'installer. Et mon expérience, c'est pas du tout. En fait, il y a tellement de choses à discuter, que ce soit du point de vue du professionnel ou du point de vue de la personne qui est avec le diabète de type 1, que le temps est largement occupé. C'est aussi un temps qui est des fois plus difficile à mesurer dans la mesure où il se passe, mais on peut se mettre du point de vue du patient, pas avoir le déplacement, d'avoir éventuellement un temps d'attente. On va revenir dans les avantages tout à l'heure là-dessus sur le fait qu'on n'est pas beaucoup plus à l'heure en télésoins qu'autrement, malgré le fait que je vous assure que je mets à titre personnel, je pense beaucoup de mes collègues, tout en haut de ma liste des vœux du début d'année, le fait d'être à l'heure pour les consultations. C'est pas exactement comme ça que ça se passe, donc il n'y a pas le temps de déplacement. Vous avez peut-être entendu que des fois à Montréal, par exemple pour ceux de la région métropolitaine, en tout cas dans les grandes villes, c'est pas toujours évident de se stationner, de se déplacer. Il y a tout l'aspect dans la pandémie actuelle de réduire le risque de contamination, au moins d'une façon théorique. Il faut se rappeler que dans la majorité des endroits pour la deuxième vague, les rendez-vous en présence sont très limités, mais restent possibles. Donc, c'est pas impossible pour nous. Là, souvent, comme professionnels de la santé, on doit évaluer si c'est une urgence qu'on doit envoyer, mais il nous arrive de voir des patients et le domaine du diabète est beaucoup plus favorable aux télésoins que ne le serait, par exemple, un chirurgien des os. Là, souvent, il va avoir besoin de voir le patient et ainsi de suite. Puis, ce qui a énormément simplifié notre vie, c'est, dans le diabète de type 1, c'est le fait que une grande majorité, mais pas tous les patients, utilisent maintenant différentes formes de lecture en continu ou flash de la glycémie, le Freestyle Flash Libre, le Dexcom, les dispositifs de Medtronic. Et donc, tous ces rapports sont maintenant disponibles dans l'Internet. Ça nécessite des fois un petit peu de paramétrage. Il y a un site par compagnie, mais généralement, ça se passe bien. Et par exemple, pour le lecteur le plus utilisé parce que le seul remboursé par la RAMQ, bah, si on a un Freestyle et qu'on scanne avec son téléphone et que c'est bien paramétré, on n'a rien à faire. Ça va finir automatiquement. Il y en a d'autres des fois où on doit encore télécharger ou effectivement la nouvelle version de Windows ou du système d'Apple peut poser problème. Puis pour ceux qui ont une pompe, une fraction significative des patients, mais on n'est pas du tout là pour dire qu'il faut avoir une pompe pour le diabète. La pompe, elle aussi, peut finir du point de vue du professionnel. Des fois, c'est un petit peu gênant parce que les choses finissent pas sur le même site, donc on doit basculer de l'un à l'autre. Donc, je crois que les 2 principaux avantages, en tout cas que moi je verrais, c'est le gain de temps pour le patient, et aussi la réduction du risque de contamination, c'est-à-dire qu'on joue notre rôle dans la réduction pas forcément dans le risque de contamination auprès du professionnel de la santé, là on est mais dans le métro, en venant, en attrapant la poignée de porte en arrivant, qui pourtant chez nous est lavée d'une façon hystérique là. Mais c'était les avantages que je voyais. Est-ce que, Andréane, tu verrais des choses qu'on pourrait compléter, puis je vais regarder s'il y a des questions pendant que je t'écoute d'une oreille pour voir. Oui, c'est ça. Donc, je pense que c'est ça. Dans les commentaires, en même temps, je vois que les avantages là, du déplacement restent quand même quelque chose qui ressort beaucoup. Donc, on n'a pas le besoin de se déplacer, surtout que pour nous, notre clinique est à Montréal. Quand même, le déplacement, le stationnement est plus compliqué pour certaines personnes qui viennent de l'extérieur. Donc ça, je pense que ça reste un grand avantage. Puis avec l'avancée des technologies, comme Dr Rabassa l'a dit, c'est de plus en plus facile d'avoir accès aux données de glycémie à distance. Donc ça fonctionne très bien. Puis, je ne sais pas si, Aude, de ton côté, tu voulais rajouter peut-être des avantages du côté patient que tu as, là, d'avoir les suivis par téléphone. Oui,
Bah, en fait, ça irait dans le sens de ce que vous venez de mentionner, c'est-à-dire que parfois, comme patient, quand on a son rendez-vous, faut prendre la demi-journée ou la journée pour pouvoir y être. Il faut se stationner, c'est stressant. On va faire une hypo, forcément, sur le chemin. Ça permet aussi d'être, outre le déplacement, il me semble que ça permet aussi aux patients d'être beaucoup plus détendus parce qu'avec un peu de chance, on peut faire la consultation chez soi, on est dans ces choses, on n'est pas impressionné d'être à la clinique où il y a du bruit, où il y a des gens qu'on connaît pas. En fait, il y a quelque chose de plus confortable, même en dehors de la question du temps. Pour une fois, c'est le docteur qui vient à domicile plutôt que le patient qui va voir le docteur. Et ça peut être relativement agréable. Je vois là dans les questions, il y a beaucoup de choses autour de téléphone versus vidéo. Apparemment, les gens qui ont commencé à réagir apprécient tous le gain de temps. Et ça, je crois que c'est très, très vrai. Du point de vue du patient, ça me semble tout à fait évident. Mais comme je disais, du point de vue du professionnel de la santé, puis finalement, c'est peut-être une bonne nouvelle. On prend plus de temps, probablement, pour discuter de plus de choses. Mais on va parler dans les défis, des choses qui sont des fois peut-être plus difficiles à aborder dans la réalité. Mais il y a des gens qui demandent téléphone versus vidéo. Il y a des gens qui ont envie d'avoir la vidéo. C'est tout à fait possible. Il y a vraiment plusieurs plateformes qui sont accréditées pour que ce soit ça. Et la majorité des plateformes qui proposent ça sont des plateformes où on n'a pas besoin d'installer un lien web ou autre chose. Là. Il faut une caméra sur un ordinateur. C'est le cas de beaucoup d'ordinateurs, mais pas tous. Hein. Et nous, par exemple, pour les dossiers qu'on utilise, on envoie un lien sur lequel le patient clique. Hein. Et je dirais que à peu près 8 fois sur 10, ça se passe sans problème. Les problèmes qu'on peut avoir, c'est plus la qualité de l'Internet auquel les gens peuvent avoir accès à un moment donné. Où je pense qu'on va en parler dans les désavantages. L'idée de se mettre dans un endroit où on a un peu plus d'intimité, où on peut parler de choses qui sont plus personnelles, qu'on n'a pas forcément envie de partager avec des collègues de travail, si on est au travail ou la famille, ben là, des fois, la qualité de l'Internet est un peu moins bonne et la vidéo, dans ces cas-là, peut être plus difficile pour ça. Moi, je crois que c'est surtout le temps qui gagne, puis de ce qu'on voit là à l'Institut, puis j'en ai parlé avec plusieurs collègues pour me préparer ce soir, là, il est clair que les gens apprécient énormément le gain de temps. C'est vraiment un élément qui semble tout à fait clair et net, et il y a beaucoup de patients qui nous expliquent ils aimeraient garder ça. Donc, les réponses de ce que j'ai vu passer dans le chat pour l'instant, c'est la vidéo est possible. La limite, c'est des fois la puissance de l'Internet que l'on peut avoir ou d'être un petit peu loin du modem. Et puis, il y a des gens là qui mettent que si on a envie si on a besoin d'un rendez-vous urgent, ça reste possible. Oui, Aude. Oui. Je t'en prie, rajoute. Juste rajouter quelque chose, c'est que en plus du gain de temps, il y a aussi un gain d'accessibilité, c'est-à-dire que tout le monde n'habite pas à Montréal. Et pour, par exemple, des personnes qui ont, par exemple, du mal à trouver une équipe vraiment formée en diabète, parce que parfois c'est le médecin de famille, parfois c'est un interniste, parce qu'on habite au fin fond des îles de la Madeleine, finalement, ça permet aussi aux patients d'avoir accès au meilleur en termes de qualité de soins, peu importe la distance à laquelle on se trouve, relativement au centre. Donc ça fait gagner du temps, mais ça abolit pas mal les kilomètres aussi. C'est bon. Puis, si je rajoute un peu pour les vidéos, nous, à notre clinique, comme Dr. Abassa l'a dit, on a une plateforme qui a un vidéo qui est possible directement avec le lien que vous recevrez par courriel. C'est quelque chose qu'on propose d'emblée lors des rendez-vous, encore plus important pour les nouvelles consultations, les patients qu'on ne connaît pas. Donc, c'est toujours possible. Comme on dit, des fois, on perd un petit peu de temps justement à essayer que la connexion fonctionne, le lien fonctionne bien. C'est pas 100% efficace à chaque fois. Il y a des lacunes dans tout, je pense. Mais ça permet aussi pour qu'on aille un petit peu avec quelque chose qu'on voulait parler, un des défis qu'on a avec les rendez-vous téléphoniques, c'est par exemple faire l'examen physique.
Donc, quelque chose que nous, en tant que professionnels de la santé, qu'on vérifie beaucoup avec l'infirmière et le médecin, c'est par exemple les lipodystrophies. Donc, les sites d'injection ou les sites d'insertion de cathéter. Donc, c'est difficile des fois par téléphone tenter de voir avec le patient où est-ce qu'il s'injecte, puis s'il a ces petites bosses-là, quand d'habitude, c'était le professionnel de la santé ou le médecin qui le faisait. Donc, si on propose la vidéo, ça nous permet, malgré qu'on n'est pas capable de palper le patient, ça nous permet de voir quand même les sites d'injection, puis aussi de proposer d'autres sites en leur montrant les autres possibilités sur le corps qui pourraient soit injecter l'insuline ou insérer leur cathéter de leur pompe. Oui, puis ça, c'est des fois des choses qui sont difficiles, mais on a vu vraiment dans la pandémie la créativité arriver. Donc, par exemple, une inquiétude toujours, c'est une plaie du pied. Les patients sont bien au fait que les plaies du pied peuvent des fois vite tourner en histoire d'horreur. Pour les patients, ils sont même des fois souvent, ils surréagissent au sens que presque 9 fois sur 10, on rassure les patients que la plaie est mineure et pas du tout inquiétante, mais tout ça se développe autour de prendre une photo avec son cellulaire, l'envoyer, la recevoir. Il y a des limites à ça dans les centres hospitaliers. Il y a beaucoup de barrières de pare-feu là pour éviter, protéger la confidentialité et l'accès aux données. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui s'est énormément développé. On voit que nos collègues dermatologues, ça nécessite des photos de bonne qualité, une bonne caméra, mais arrivent à faire même des visites à distance, par exemple, pour une anomalie. Donc, nous aussi, on arrive à des fois à distance voir des choses. Ça peut être, pour la première fois cette semaine, ça a été un petit peu malaisant. Il y avait une patiente qui avait une lésion très proche du sein et puis elle avait envie de le montrer, mais il y avait une gêne, bien entendu, et c'est tout à fait logique. Là, donc, je pense qu'on découvre aussi un nouveau territoire où on construit un peu l'avion en volant, là, mais ça permet beaucoup de choses et des fois, c'est pas directement avec la visioconférence. Et je pense que pour aller tout de suite à ce qui sera probablement la conclusion, mais on espère garder une espèce de forme hybride. Je pense qu'il va falloir garder des visites en présence pour voir des choses, examiner la sensibilité des pieds. C'est relativement peu utile les premières années de diabète, mais après ça l'est vraiment une fois par an et ainsi de suite. Donc, une autre chose, des autres avantages avant peut-être de basculer dans les défis, au moins dans les équipes où il y a ce qu'on appelle de la multidisciplinarité, donc une nutritionniste comme Andréane, une infirmière, mais des fois c'est même le médecin qui le fait, ça permet de faire des rendez-vous de suivi un petit peu à distance. Donc, par exemple, on a convenu à la visite un peu plus formelle que on allait changer une dose d'insuline, un bolus de repas, un taux de base d'une dose d'insuline lente. Puis c'est des fois agréable de dire, ben écoutez, dans 2 semaines, 4 semaines, on va faire un petit suivi. Et puis si tout est déjà connecté, si on sait, par exemple, pour les patients qui ont, peu importe que ce soit le Freestyle ou le Dexcom ou les capteurs de Medtronic, nous, tous les patients de la consultation, ils sont dans une espèce de banque de données. Donc, quand Andréane se branche dessus, même la voix, Monsieur Tremblay, elle est capable d'aller voir directement puis de faire un petit suivi. Puis des fois, on n'a pas forcément besoin d'avoir une vraie interaction. Ça peut être, si le patient l'accepte, d'envoyer un petit courriel ou nous, on a un système qui nous permet d'avoir un rappel, de dire dans 3 semaines, jeter un petit coup d'œil. Et puis, en tout cas, moi, je reçois souvent des messages très satisfaits des patients parce que Andréane ou Annie Gaumont pour nous, mais je sais que c'est exactement la même chose dans d'autres cliniques, qui ont dit, Mme Lavoie, ça a l'air de bien aller, les hypos qu'il y avait la nuit, depuis qu'on a réduit la Trasiba ou la Lantus ou la Tougeo, peu importe, ou le débit de base, ça va pas mal mieux. Il y a quelque chose d'un renforcement très positif pour les patients de petites interactions. Puis j'insiste beaucoup avec ça quand je rencontre les gens du ministère, s'ils ont peur que si on communique par courriel, là, ça soit totalement non confidentiel, mais les patients voient beaucoup plus les avantages que les inconvénients qui sont théoriques. Alors, pour les inconvénients, on y a déjà fait, il y a tout l'aspect examen clinique, mais comme je le disais, par exemple, les lipodystrophies, ces petites bosses où on injecte trop l'insuline, c'est encore des fois des choses où les patients, qu'elles on en a peu parlé, sont peu sensibilisés, les voient peu, puis voient pas les inconvénients. C'est vraiment injecter dans ces bosses-là, ça fait une absorption d'insuline qui est peu reproductible et donc ça participe à cette variabilité glycémique qui existe dans tous les cas. L'absence de rendez-vous en présence, surtout quand on est au téléphone, ça permet pas de voir le non-verbal. Des fois, que ce soit d'ailleurs du point de vue du patient pour regarder le médecin, mais je me place dans l'autre sens, du point de vue du médecin par rapport au patient, des fois, on voit quelque chose sur le patient qui l'exprime pas verbalement, mais où on voit un malaise, une gêne, c'est beaucoup plus difficile d'évaluer une tristesse, par exemple, au téléphone. Oui, bien sûr, on peut l'entendre, mais il nous manque
plein d'aspects là-dedans. Et il y a aussi une plus grande difficulté probablement, parce que c'est neuf, puis peut-être parce que la technologie est là, à aborder des aspects de discussion au niveau de la psychologie, de la santé mentale, quelque chose qui existe, c'est ce qu'on appelle le diabetes burnout, là, d'être tanné de toutes les complications du diabète, d'avoir l'impression d'avoir du mal à gérer tout ça. Ça peut vraiment submerger le patient. Ben ça, au téléphone, il y a des gens qui sont très bons pour l'exprimer, puis il y a d'autres gens où le contact personnel, le non-verbal va permettre d'avoir une idée, de gratter un petit peu, de voir ça. Souvent, les patients, ils me demandent si on se prépare avant les consultations et la réponse est oui. Du point de vue du professionnel de la santé, il faut vérifier les laboratoires. La RAMQ a fait des bonds de géants dans la pandémie. On peut maintenant prolonger les autorisations de plein de médicaments. Vous vous rappelez peut-être des moments où il fallait refaire le papier pour la Trasiba, puis là, vous arriviez à la pharmacie, puis c'était plus couvert, puis le pharmacien voulait vous faire payer, il fallait contacter le médecin, avoir la RAMQ. Maintenant, on fait ça en ligne pour l'essentiel des choses, renouveler le freestyle et ainsi de suite. Donc, il y a plein de choses à se préparer, mais c'est aussi valable du point de vue du patient. Et moi, je vais dire ce que j'ai observé, Andréane et autres compléteront avec leurs points. Au téléphone, ça veut pas dire qu'on peut avoir toutes sortes d'activités faisables. C'est pas forcément une bonne idée le jour de la consultation d'avoir gardé ses enfants puis d'avoir accueilli ceux de la voisine qui sont dans la même bulle. C'est pas une bonne idée de prendre la consultation comme je l'ai vu récemment au volant de la voiture où on entend les accélérations, les freinages, le clignotant qui fait. Ça reste un moment qui doit être un moment posé. Il y a des aspects de confidentialité. Il y a des fois des choses qu'on veut pas parler, comme je disais, devant un collègue et ainsi de suite. Donc, le patient doit être préparé. Puis, mon conseil à moi, c'est vraiment d'avoir la liste des 2-3 choses importantes pour vous. Là, nous, on a notre routine. On a des choses qui reviennent. On a les choses de la consultation d'avant, des fois qu'on a laissé, mais le côté se préparer à la consultation, que ce soit en présentiel ou à distance au téléphone ou en visio, est vraiment important. Et ça suppose d'être au calme, probablement d'avoir un papier, un crayon, de quoi noter des choses, d'avoir préparé des questions. C'est probablement quelque chose. Et on a eu récemment avec Andréane, je m'inspire souvent beaucoup de ce qui s'est passé récemment, des gens que parce que c'était au téléphone, ils l'ont pris au travail dans un contexte où ils étaient clairement au contact de la clientèle. Et c'est pas quelque chose d'optimal de discuter du profil glycémique. C'est bien aussi d'avoir accès à un gadget électronique si on est au téléphone pour être capable de voir la même courbe que celle qui est vue. Par exemple, les courbes de lecture de glycémie que celui du patient. Vous savez qu'un autre élément de préparation du point de vue du patient, c'est que les laboratoires sont à nouveau possibles. Ils ont toujours été possibles, mais on avait mis un énorme holà là-dessus dans la première vague. Mais la plupart des centres de prélèvement, ça se fait sur rendez-vous, la prise de sang. Donc, il y a plein d'avantages et quelques inconvénients à ça. Le côté troupeau avec tous les patients qui se présentent à 6 heures du matin et où ça passe à la va comme je te pousse et où on a le numéro 56 et où on voit que ça avance pas au bon rythme, a disparu. L'inverse, c'est qu'il n'y a pas 2 centres de prélèvement qui ont le même système. Il y en a où on prend le rendez-vous dans l'Internet, il y en a, faut appeler et ainsi de suite. Mais surtout, les rendez-vous sont souvent pleins, 2, 3, j'ai même entendu 4 ou 5 semaines à l'avance. Donc, il faut planifier ça. On a généralement accès aux résultats des prises de sang maintenant en dedans de 3 à 4 jours maximum pour les prises de sang importantes comme l'hémoglobine glyquée et ainsi de suite. Et donc, ça, c'est un peu, moi, la façon dont je vois les inconvénients de pas pouvoir examiner, de trouver une espèce de nouvelle dynamique où c'est ça. Une autre chose que j'ai vraiment vécu aujourd'hui dans le chaos ambiant de la journée, c'est on désire être à l'heure. Je souhaite être à l'heure, mais ma réalisation de ce souhait est très imparfaite. Hein. Et donc, c'est pas parce qu'on a prévu d'avoir rendez-vous à 15h45 qu'à 15h45 et 2 secondes, le téléphone va sonner. Des fois, c'est un petit peu plus tôt. Des fois, c'est un petit peu plus tard. Nous, on a fait le choix. Je sais que c'est pas le cas d'autres cliniques dans les réunions multidisciplinaires. Moi, par exemple, je me mets pas au téléphone en même temps que Andréane et Annie parce que sinon, à 4 autour, on se coupait la parole. C'est très difficile d'avoir une dynamique autour de ça. Et donc, des fois, il faut prévoir un petit peu plus. Et puis, je pense que Aude, quand on se préparait, prenait l'exemple d'aller chercher les enfants. Ben, la consultation avec nous avant, si c'était fin de journée, vous aviez quelqu'un d'autre qui allait chercher les enfants pour vous à l'école, ben là, faut peut-être le prévoir pareil, parce que peut-être qu'on va être à l'heure, peut-être qu'on sera pas à l'heure. Vous allez gagner le temps pour retourner chez vous après la consultation, mais la consultation sera pas forcément exactement à l'heure, même si on a ce désir.
Andréane, est-ce que tu vois des choses à ajouter? Oui, ben c'est ça, je pense, par rapport à la responsabilité du patient, nous, qu'est-ce qu'on s'attend? Docteur Abassa a dit plusieurs choses qu'on s'attend de vous en tant que patient, mais je pense que la chose, c'est vraiment penser que votre rendez-vous par téléphone est comme si vous veniez en clinique. Donc, c'est vraiment arriver préparé avec quelques points que vous vouliez discuter, des choses qui se sont passées depuis le dernier rendez-vous que vous aimeriez parler avec le médecin. Vous avez ce temps-là par téléphone comme vous l'aviez en clinique. Donc, vraiment, il faut optimiser le temps que vous avez. Mais c'est aussi, je pense, un des défis qu'on voit beaucoup pour certains patients par téléphone, c'est le téléchargement des données. Donc, que ça soit les glycémies avec un lecteur de glycémie en continu, Freestyle, Dexcom ou les pompes insuline. C'est quelque chose que la majorité du temps, ça fonctionne très bien. Puis avec les nouvelles technologies et les nouvelles plateformes, c'est beaucoup plus simple que ce l'était par le passé. Mais il y a encore des gens qui arrivent puis que c'est pas fait ou qui le font en même temps qui nous appellent. Donc, il y a une perte de temps de notre côté par rapport à ça. Puis c'est pas le meilleur moyen d'optimiser notre temps avec vous. Donc, si vous faites comme lorsque vous venez en clinique, téléchargez votre Freestyle, Dexcom, votre pompe à insuline avant le rendez-vous. C'est sûr que il y a des fois que ça fonctionne pas ou que c'est plus difficile ou que vous n'arrivez pas à le faire. C'est peut-être des fois juste appeler les compagnies ou les plateformes pour voir pourquoi ça fonctionne pas. Ou sinon, si vous êtes capable de le voir, mais vous n'êtes pas capable de le partager directement avec le nuage qu'on appelle ou la plateforme de notre clinique, ça peut être juste envoyer vos rapports par courriel à l'équipe multidisciplinaire avant le rendez-vous. Comme ça, nous, ça nous permet de préparer le rendez-vous avec vous là, avant de vous appeler. Je vois aussi juste un petit commentaire par rapport à ce que Dr. Abassa a dit, d'appeler le patient à l'heure avec les délais. Des fois, on a du retard. On a du retard comme on aurait en clinique. Mais il y a aussi, je vois une patiente qui dit d'appeler le patient avant. C'est sûr que des fois, nous, on peut avoir des trous dans notre horaire, puis on tente d'appeler le patient avant l'heure prévue. Mais s'il y a quelque chose, si vous n'êtes pas disponible une heure avant, on va quand même essayer on va quand même vous rappeler à l'heure qui était prévue du rendez-vous. On va pas seulement oublier votre rendez-vous parce que vous n'étiez pas là avant l'heure prévue. Andréane, un commentaire qui était un petit peu plus haut, mais je pense qu'il est tout à fait pertinent et qui est un grand manque des plateformes, c'est de dire, en gros, ce qu'on ressent, c'est qu'il manque une espèce de salle d'attente. C'est-à-dire qu'on aimerait, nous, surtout pour les rendez-vous en ligne, c'est que Pierre, Paul, Jacques soient branchés, puis qu'on ait une espèce de petite chose en nous disant, il y a Madame Lavoie, Monsieur Tremblay, John Smith qui sont en attente, qu'on sait déjà là. Ouais. Et inversement, que vous sachiez qu'on est en ligne, puis une espèce de système en disant, il y a 2 patients devant vous, il y en a un, une espèce de d'attente. Ça, je crois que les compagnies sont sensibilisées à ça et on sait que ces systèmes-là existent. Donc, je pense que ça va réussir à se faire que nous, on sache qu'il y a 1 ou 2 patients qui patientent en attendant. Mais le message derrière ça, c'est qu'il faut probablement être prêt à se libérer 30, 40 minutes avant. C'est correct de répondre à ces courriels et tout ça. La tâche qu'on peut faire est une tâche qu'on devrait être capable, idéalement, d'interrompre relativement facilement. Aude, est-ce que vous voyez des choses qu'on pourrait rajouter à tout ça? Oui, puisqu'on parle des devoirs du patient. Donc là, je vais faire ma méchante patiente. Je comprends très bien les interventions des patients là dans le chat qui disent qu'ils sont un peu irrités parce qu'il y a rarement des moments où on se sent aussi niaiseux que quand on attend devant son téléphone puis il ne se passe rien. Puis on a fait le vide dans la maison, on a enfermé les enfants dans le placard et on ne sait pas si le téléphone va sonner. C'est comme pour une première date. Est-ce qu'il va me rappeler? Ça n'arrive pas. Et parfois, on s'empêche, on n'ose pas bouger de la pièce et puis on perd du temps parce que les patients ont aussi une vie, étonnamment. Ils ont pas que ça à faire malade et même si leur nom de patient laisse entendre qu'ils ont beaucoup de patience, patience c'est quelque chose d'assez modéré. Là où je pense qu'on peut tous s'entendre, c'est sur le fait que ce dont on parle là, c'est de soins de santé. Et selon les problématiques auxquelles on est confronté, on peut avoir besoin, et le professionnel de santé peut avoir besoin de prendre plus ou moins de temps avec le patient.
Donc, le jour, je chiale parce que le médecin est en retard et qu'il ne m'a pas encore appelé. Mais le jour où j'aurai besoin de vider mon sac ou qu'il y aura vraiment beaucoup de choses à traiter parce que je suis dans le trouble, je serais contente que la consultation s'étale un petit peu. Donc, ce que disait Dr Abassat tantôt, ça me semblait avoir beaucoup de sens. Et Andréane, elle est dans le même sens aussi, c'est bien une consultation médicale, c'est pas juste ma tante Ghislaine qui m'appelle et puis on prend des nouvelles et je peux faire la cuisine en même temps. C'est un moment qui est privilégié, puis comme patient, nos professionnels de santé, pour s'occuper du diabète, on les voit une fois aux 6 mois, puis le reste du temps, on est tout seul avec la maladie. Fait que ce moment-là, on l'attend, on l'anticipe pour tout un tas de raisons. C'est un moment qui est précieux et ça vaut la peine puisqu'on va discuter de votre santé et puis de notre santé et puis de choses qui sont par conséquent vraiment importantes. Oui, on peut aller au travail, mais essayer de se prévoir des tâches qu'on peut interrompre au maximum. C'est pas toujours possible parce que parfois on a un truc urgent à régler, etc. Mais si on peut se concentrer juste à avoir des courriels à faire et pouvoir prendre l'appel quand il arrive, et naturellement, une fois qu'il arrive, ça vaut la peine d'être préparé. Ça me paraît... Il y a bien une responsabilité des patients, c'est tannant. J'aime pas ça, moi, aller faire mes labos. J'ai du mal à télécharger. Et par ailleurs, il y a des professionnels de santé qui consultent pas les rapports de CGM sur l'Internet. Ils aiment bien avoir des papiers. Donc ça, c'est un autre problème aussi. Mais je trouve que il y a une suggestion dans le chat que je trouve vraiment intéressante et on s'en est parlé à la clinique de l'IRCM. Quelqu'un qui dit est-ce qu'on pourrait avoir comme patient des règles, c'est-à-dire 2 semaines avant la date prévue de mon rendez-vous, c'est quoi la checklist? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je fasse les bilans sanguins qui ont été proposés, commencer à réfléchir à mes questions, etc. Fait que ça serait bien, ça serait le fun que les patients puissent avoir des petites lignes ou voilà une petite liste de choses à faire qui permettra, une fois que le rendez-vous est là, d'être efficace et puis de savoir qu'on travaille dans le même sens. C'est ça. Dans les choses qui sont dans le chat, effectivement, ça peut arriver d'oublier. Donc, il y a tout un tas de systèmes qui sont développés, qui sont principalement actuellement des rappels par courriel. Je vois vraiment pour certaines générations, le courriel est pas la chose la plus spontanée. Là, parce que les jeunes qui aimeraient un rappel par message texte sur des pages Facebook, mais pour différentes raisons, le courriel est quand même beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile. Donc, c'est vraiment une façon de faire les choses. Je reconnais qu'il y a des médecins qui ne souhaitent pas communiquer par courriel, mais mon expérience, c'est que c'est très, très utile. Puis, le résumé de tout ça, c'est d'essayer d'en faire un moment de temps de qualité sur l'échange, d'être capable de poser les questions qui sont vraiment importantes. Des fois, ce qui arrive très souvent, c'est se rappeler de l'examen des yeux. Là, il n'y a rien de plus facile que d'oublier qu'on est dû pour notre examen oculaire en lien avec le diabète et ainsi de suite. Donc, vraiment, c'est les différentes choses qui peuvent être faites comme ça pour ça. Et donc, j'ai vu passer des questions pour savoir si c'était là pour rester. Alors, le gouvernement a essayé de supprimer ça à la fin de la première vague. Il y a eu une levée de bouclier des professionnels de la santé et je dois dire pour ce qu'on appelle les patients partenaires, donc un groupe de patients qui nous font part de leur réalité et qui nous font part de ce qui est important pour eux. Idéalement, normalement, les préoccupations des professionnels de la santé devraient être les mêmes que ceux des patients, mais elles sont souvent les mêmes, mais des fois, la hiérarchie n'est pas la même. Donc, les gens comme Mme Mandini sont des fois là pour nous faire comprendre et le groupe de gens qui sont autour, elle est là comme représentant d'un groupe beaucoup plus large. Donc, quand le gouvernement a voulu le supprimer, tout le monde a demandé à ce que ça reste. Moi, je pense que c'est là pour rester. Et puis que ce qu'on va devoir apprendre dans la prochaine année, vaccin ou pas vaccin, fin de la COVID ou pas fin de la COVID, c'est combien de fois par année on devrait se voir pour que ce soit en présentiel correct. Donc, il va rester des visites où on va devoir se voir sur place pour un examen clinique, écouter le cœur, palper la thyroïde. Il peut y avoir d'autres problèmes de santé qu'on peut voir. Et puis, je pense qu'il y aura de plus en plus de rendez-vous qui vont pouvoir se faire entre ces rendez-vous-là
par téléphone, par vidéo, un petit suivi par courriel, juste pour ajuster les choses qui semblent des modèles qui n'ont pas été testés scientifiquement, mais où l'impression est excellente par rapport à ce que c'est. Je pense aussi qu'il y aura de plus en plus de place pour des petites vidéos courtes qui permettent de faire un apprentissage ciblé sur un élément important. La petite vidéo qui permet aux patients de savoir ce que c'est qu'une lipodystrophie, puis à la limite, les rechercher tout seul. Donc ça, on a beaucoup ça dans le programme Better Support. Là, on développe ça pour que les gens puissent avoir ça, la petite vidéo pour savoir se servir du Baqsimi, la nouvelle forme beaucoup plus simple à administrer, du glucagon qu'on est capable de regarder avec son partenaire, ou si on est maman d'un enfant diabétique, avec grand-papa et grand-maman pour savoir comment le faire. Probablement qu'en 2 minutes, on est capable d'avoir l'essentiel du message, qui fait que le jour d'une hypo sévère, on est capable d'administrer soit le glucagon classique si on n'est pas couvert, soit encore les autres choses comme ça. Apprendre aussi et les petites vidéos, on en a fait nous, on n'est pas les seuls. Il y en a dans Better, il y en a sur le site de la clinique de l'IRCM, il y en a d'autres endroits pour apprendre à lire ces courbes de glycémie. Vous savez, ce qu'on appelle les profils ambulatoires de glycémie. La plupart des systèmes, ça va contracter 14 jours de glycémie dans une espèce de grande tendance qui va nous donner un ordre d'idée de quand dans la journée c'est haut, quand dans la journée c'est bas, quand dans la journée ça varie plus, quand il y a des hypos et ainsi de suite. Et vraiment, j'incite les gens qui sont avec nous ce soir à prendre le temps de temps en temps de le regarder, d'avoir aussi un temps de qualité pour regarder ça. Il y a une patiente il n'y a pas longtemps qui m'a expliqué qu'elle faisait ça dans son bain 1 fois par semaine, d'analyser ses courbes et de voir ce genre de choses-là. Puis on va de plus en plus vers des choses technologiques où un des grands attentes qu'on a comme professionnel de la santé, mais probablement comme patient aussi, par exemple pour les patients sous pompe insuline, c'est d'avoir sur le même site ces débits de pompe avec ces courbes de glycémie, avec la même unité de temps et les mêmes échelles là, qui permettent de voir les choses de la même façon. Est-ce que, Aude, vous auriez des choses à rajouter? Pas sur... oui, mais pas directement, parce que pour une fois, je suis d'accord. Même si ça me paraît dangereux de manipuler sa pompe dans son bain. Mais là où j'aimerais insister, en tout cas, comme patiente, ça me semble important de maintenir au moins 1 fois par année une vraie rencontre avec un vrai être humain. On est tous là, la pandémie nous pose des contraintes qui sont particulières, mais si la téléconsultation devait se prolonger après, en raison des avantages dont on a parlé, de temps, de distance, etc., pour la gestion, parce que le diabète de type 1, ça peut être de la gestion au jour le jour, et parfois on n'est pas sûr, et finalement, effectivement, avec un courriel ou un coup de fil de 5 minutes, c'est réglé. Mais dans l'expérience du patient, la rencontre avec son équipe de soins, c'est, encore une fois, peut-être la seule demi-heure dans une année ou en 6 mois qui est vraiment du me-time. C'est-à-dire le moment où on peut se poser, on peut vraiment discuter avec quelqu'un, et évidemment que discuter avec quelqu'un, a fortiori si on ne le voit pas, mais il y a quelque chose qui se passe, et je suppose que pour les professionnels de santé, c'est la même chose aussi, mais ça me paraît important. Là, on parle plus de la dimension du care que de la dimension du cure, mais ça me paraît vraiment important dans le lien de confiance, parce que, oui, est-ce que quand je parle de mes problèmes de santé, la NSA était en train de m'écouter? Je suis désolée s'il y a des gens à la NSA qui s'intéressent à mes courbes de glycémie, ils ne doivent vraiment pas avoir grand-chose à faire, mais c'est évidemment désincarné. Puis le lien humain, on en fait tous l'expérience là. On est loin de ça, mais c'est vrai que des fois, ça peut être très utile moi, ça m'est déjà arrivé de mettre ma main sur la main d'un ou d'une patiente très émue qui ventile des choses très, très importantes. Là, j'ai vu passer 2-3 commentaires et je pense qu'effectivement, il y a, au-delà de tous les aspects techniques qui sont très stressants au début, comment télécharger, j'ai pas le câble, ça fonctionne pas. Il y a tout le côté après ça d'apprendre à lire les courbes et apprendre au sens d'être capable seul, éventuellement avec l'aide de l'équipe de soins, et d'avoir ce moment privilégié pour passer du côté réactif. Par exemple, avec la lecture en continu de la glycémie ou flash, c'est assez facile de voir que on est à 4,5, ça descend rapidement. Ben,
l'hypo s'en vient. Ça, c'est ce que j'appelle être réactif et c'est très important. Mais l'aspect proactif, c'est se poser puis essayer de voir s'il y a des grandes tendances qui se dégagent, des choses qu'on devrait ajuster. Puis ça, c'est un bon moyen de le faire. Il y a aussi d'autres moyens. Par exemple, avec la plateforme support, là, qui est la suite de Better, là, on a des petites vidéos qui permettent de le faire. Mais après ça, justement, de revenir à ce moment de personnel, de dire, bah oui, mais moi, ce que je comprends pas, c'est cet aspect-là. Comment on juge de la variabilité? Qu'est-ce que je peux faire pour réduire la variabilité? Qu'est-ce qu'il y a de ce genre de choses-là? Et donc, je pense que l'avenir est vers une espèce de mélange de présentiel, de visioconférence, mais aussi d'accès à des plateformes où il y a des espèces de choses qui reviennent régulièrement et qui ne sont pas individualisées, mais qui sont une espèce de plus petit dénominateur commun que on peut avoir. Il y a plusieurs gens qui laissent des messages là dans le chat comme quoi ils apprécient les rencontres en personne. Il y a des fois un regard. C'est plus difficile en visio ou en conférence, en courriel, de passer un commentaire très positif. Là, c'est important pour le patient, la tape dans le dos comme pour tout le monde dans tous les cas. Andréane, as-tu des choses à dire? Je vais essayer de regarder s'il y a d'autres commentaires importants pour nous. Je pense qu'on a bien fait ça. Je pense que c'est ça, justement, avec Support ou les autres plateformes. C'est quand on parlait de se préparer pour le rendez-vous, on demande beaucoup aux gens d'essayer d'avoir regardé un peu leur glycémie et d'avoir vu s'il y avait des tendances pour qu'en même temps, nous, quand on regarde vos rapports avec vous, on puisse avoir une discussion. Puis, on peut se faire des ajustements aux besoins, là. Mais c'est vraiment ces profils-là, c'est essayer avec le temps de comprendre un petit peu comment les analyser puis comment avoir des tendances de ces glycémies. Peut-être que, je ne sais pas si tous les patients qui nous regardent présentement savent ce que c'est Better et Support. Ça voudrait peut-être... Oui. Je vais en parler un petit peu. Donc, Better, c'est le premier registre. Donc, c'est un endroit où les patients ont la liberté de s'enregistrer ou de ne pas s'enregistrer. C'est une longue série de questions. On a conscience de ça avec l'équipe de recherche. C'est une longue série de questions qui cherchent à avoir le point de vue du patient sur la majorité des aspects du diabète. Bien entendu, on ne peut pas être complètement exhaustif et avec une surreprésentation des aspects reliés à l'hypoglycémie et à l'intérêt des nouvelles thérapies et des nouvelles technologies. Alors, on ne peut pas vous donner encore beaucoup de résultats pour des raisons scientifiques, mais je peux vous dire que le premier bon résultat, c'est que le gouvernement s'intéresse à nos données. Le gouvernement garde un œil là-dessus pour savoir. Par exemple, il y a très peu de données dans la littérature scientifique sur la qualité de vie quand on a de la lecture en continu de la glycémie. Il y a des choses qui peuvent être gênantes, d'avoir quelque chose sur soi, d'être visiblement quelqu'un qui a un problème de santé, mais il y a tellement d'autres avantages qu'on pourrait imaginer que les choses sont là. Donc ça, c'est la partie Better, qui est une série de questionnaires. C'est en 3 volets, qui permet aux gens, s'ils sont tannés, d'abord de suspendre, de revenir, mais aussi de pas forcément aller au bout du bout. Quand on va au bout, on a accès à une plateforme en ligne qui s'appelle Support, où le diabète a été divisé en 6 grandes catégories. Il a subdivisé en petits critères, puis il y a comme une espèce d'introduction. Donc, par exemple, mettons une chose qu'on discute souvent à la consultation, c'est comment réguler son insuline ou ses apports de glucides pour éviter les hypoglycémies reliées à l'activité physique. Donc, il y a le premier module qui est assez basique. Puis, si on veut, une fois qu'on a fait celui-là, on peut faire un module un petit peu plus avancé. Puis après ça, il y a le dernier module qui est plus ce que les athlètes font et ainsi de suite. Donc, c'est une façon d'aller à son rythme, de faire un peu ce qu'on veut. C'est une façon, des fois, si on n'est pas à la pompe, d'aller regarder un petit peu ce que les gens, on leur propose pour la pompe, pour se faire une idée, pour mûrir les choses. Mais il n'y a pas, la plateforme ne recommande aucun traitement et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment des éléments importants. C'est aussi un groupe qui nous permet des fois de récupérer des choses essentielles pour les patients. Par exemple, pendant la COVID, on a fait un sondage sur la COVID et qu'est-ce que ça avait. Et les résultats sont beaucoup plus compliqués que ça, mais le message qu'on en a sorti, c'est que la COVID avait exacerbé les anxiétés et les problèmes et la stigmatisation que les patients avaient, qui peuvent être très, très basiques mais fondamentales. J'ai une pompe à insuline, je viens d'être mis à pied, je risque de perdre mon assurance, comment je vais faire pour payer le matériel? Plus maintenant, mais au début, c'était est-ce qu'il risque de manquer d'insuline et ainsi de suite, dans les choses où il y avait une espèce d'exacerbation des choses et c'est pas tout le monde qui a l'espèce de télétravail et tout. Il y a des patients qui ont énormément apprécié ça en disant j'ai plus de temps pour me poser, j'ai plus de routine et ainsi de suite. À peu près un tiers. Il y a un autre tiers qui nous disait non, au contraire, moi ça me stresse, ça m'inquiète, j'ai besoin de l'interaction avec les autres, je m'ennuie, je grignote plus, ça a des choses. Donc, il y a un tiers au milieu qui nous disait il y a des avantages et des inconvénients et ainsi de suite. Donc, je dirais que Better, c'est une façon pour vous. Le total de toutes les questions, c'est quand même entre 1h15 et 1h30 pour la majorité des patients. On voit
Donc, on a conscience que c'est beaucoup. On n'est pas du tout obligé de faire tout d'un coup, là. Mais c'est une voix du patient et le gouvernement nous écoute de plus en plus. Puis, support, c'est un modèle de ce qu'on pense qui serait un complément d'auto-formation où le patient pourrait aller chercher les informations importantes pour lui ou elle, qui peut être, par exemple, rêvons, le module voyage. Je passe par-dessus les fuseaux horaires. Je m'étais jamais posé les questions. On est post-Covid. Et là, je m'en vais en Asie. Comment je gère mon insuline? Comment je fais à l'aéroport? Ben, ça, c'est quelque chose de très pointu qu'on n'est pas forcé d'avoir en ce moment, mais qu'on pourrait espérer avoir à un autre moment. Un petit mot de la fin, parce que je pense qu'on est très proche de conclure pour cette partie-là. Je vais essayer de lire s'il n'y a pas un commentaire ou deux encore important que j'aurais loupé. Andréane ou Aude, avez-vous des choses à dire encore? Si je peux me permettre, je vais essayer d'être courte à propos de la plateforme support et en lien avec des points que j'abordais précédemment. Et la maladie, c'est parfois la solitude, surtout en temps de pandémie. Et en fait, une plateforme comme support, alors les patients, on s'organise entre nous et puis on a des groupes Facebook et puis il y a des associations de patients qui font une très belle job. Mais parfois, quand on a des questions, ben, on n'ose pas demander aux autres patients parce que eux, ils parlent de boucles fermées, ils hackent des pompes, et puis nous, on ne sait juste pas ce que c'est que des cétones. C'est qu'on se sent gêné de poser la question devant tout le monde. Et par ailleurs, ben, la plupart des patients dans les forums de patients savent de quoi ils parlent, mais parfois, il y a des trucs un peu crackpot, là, et puis, tu as des problèmes avec ton diabète, prends donc de la cannelle et du curcuma. Bon. L'avantage d'une plateforme comme support, c'est qu'elle est validée par des professionnels de la santé, elle est mise à jour très régulièrement, ce qui fait que l'intérêt, c'est qu'il n'y a rien qui passe sous le radar et on peut y aller quand on veut, on va à son rythme et même avec 30 ans de diabète, ben, j'apprends des choses. C'est que, oui, on n'est pas à l'abri et puis c'est un petit moment aussi où on se sent moins seul parce qu'on sent qu'il y a toute une communauté là derrière avec des données qui sont vraiment faites pour le diabète de type 1 et pas mélanger diabète de type 1, diabète de type 2, etc. Ah, voilà un point que j'entends régulièrement à la consultation, la frustration des patients avec le diabète de type 1 de pas compris et ainsi de suite. Donc, Aude, 30 ans de pratique de diabète, moi, 30 ans de pratique de professionnel de la santé et Andréane n'était pas née il y a 30 ans, donc c'est très différent. Mais on vous remercie beaucoup. On vous inscrit sur la page Facebook du groupe. Vous voyez, un des exemples de la pandémie, c'est que moi, j'aurais jamais pensé à faire des Facebook Live. Puis j'apprends énormément. Je lis avec passion tous les commentaires après. N'hésitez pas à nous proposer des sujets qui vous plairaient qu'on puisse faire. Là, on va en faire. On ne s'est pas fixé de rythme, mais probablement tous les mois, tous les 2 mois, on envisage quelque chose avec une pause de temps en temps l'été. On trouve qu'on apprend énormément de ce genre de choses-là et de choses. Donc, s'il y a des choses, on a une équipe, on a 2 paires de mains derrière là qui récupèrent plein de choses et qui regardent tout ça. Merci beaucoup d'avoir été assez nombreux à nous entendre. Puis on va essayer. On a déjà quelques idées de sujets, mais on veut voir comment ça se passe. Et je vois qu'il y a quelqu'un qui a dit merci à Madame la patiente. Donc c'est vous ça. Ouais. À bientôt. Et puis pour ceux que ça intéresse et qui ne sont pas déjà, il y a déjà plus de 1300, je crois qu'on a passé la barre des 1400 patients aujourd'hui, donc c'est pour nous, c'est une voie importante. Et puis on a rendez-vous avec le gouvernement probablement tout début de l'année prochaine pour présenter des données préliminaires. Et le mot du gouvernement, c'est savoir si vraiment tous ces nouveaux traitements qui coûtent cher sont vraiment utiles. Je peux vous dire que du point de vue du patient, la réponse est généralement oui. Bonne fin de soirée. Bon. Bye. Bye. Bye.